Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci de nous avoir suivis très nombreux quand nous avons reçu pour vous sur notre plateau de Data Market votre entrepreneur qui a plusieurs casquettes dans le domaine du monde des affaires, Allegra Foch Ngalula, avec qui elle a sensibilisé sur comment se lancer dans le monde des affaires. Merci pour vos appels, vos soutiens. Merci pour vos messages. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'économie avec un banquier et un spécialiste dans le domaine de la finance. Mais pour vous présenter, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci de nous suivre en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre partout en Afrique. Merci de nous suivre partout dans le monde. Vous suivez ce magazine sur Kin 24 Télévision. Et Kin 24 Télévision est aussi logé sur TNT, sur Orao Télécom. Aussi, vous pouvez suivre Kin 24 Télévision sur Easy TV. Vous pouvez aussi suivre ce magazine en direct sur nos plateformes électroniques, notamment sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Sanforien Sanfo Katende ou allez vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube Sanforien Katende TV. Et là, sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir Steve Bonsini Juppy. Comment vous allez? Bien, bonsoir Monsieur Sanforien. Steve, vous êtes économiste et banquier, effectivement. C'est ça? S'il faudrait mieux vous présenter, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh bien, écoutez, je suis d'abord économiste de formation, issu de l'Université protestante au Congo. Voilà. Et donc, j'ai mon parcours professionnel et bancaire de 10 ans dans la profession. Et j'évolue dans ce secteur-là et je me suis spécialisé dans ça. Avec vous, sur ce plateau de Data Market, nous allons parler de l'économie. Nous commençons avec un premier pas. Sur le plan mondial, parlons économie. Aujourd'hui, avec cette avancée, l'année 2018 s'est achevée et là, nous sommes au mois de juin avec toutes ces élucubrations économiques, finances, la relance, ainsi de suite. Quelle est la santé actuelle de l'économie sur le plan mondial? Écoutez, c'est une très bonne question. Je vais aller très rapidement à ce sujet. Actuellement, la situation économique mondiale connaît un certain essoufflement parce que vous avez évoqué 2018. 2018, le taux de croissance économique était de 3,9%. Actuellement, fin avril, il est au moins de 3,3%. Il y a un écart négatif qui s'est dégagé là. On comprend qu'effectivement, il y a une certaine décroissance. Mais vous me poserez sans doute la question, qu'est-ce qui explique notamment cette décroissance-là? Tout à fait. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'intensification de tensions commerciales qui existent entre les États-Unis et la Chine. Nous voyons comment est-ce qu'à travers le monde, les États-Unis tentent d'imposer notamment leur suprématie dans le domaine économique, leur politique commerciale vis-à-vis de la Chine. Et l'exemple le plus éloquent dans tout ça, c'est justement le dossier Huawei, où on voit comment est-ce que les États-Unis passent au créneau en disant en dénonçant que la Chine procède à l'espionnage commercial via le dossier Huawei, en menaçant même certains partenaires traditionnels, entre autres l'Europe, de ne pas introduire le dossier Huawei au niveau de l'Europe. C'est une question aujourd'hui cruciale qui fait trembler aujourd'hui le monde. Le monde est partagé entre les deux parties, entre les deux premières économies, entre les États-Unis et la Chine. Le second facteur qui explique notamment cette petite décroissance, c'est justement ce qui se passe dans la zone euro. Aujourd'hui, le couple franco-allemand tente justement d'imprimer de nouvelles politiques pour donner une nouvelle impulsion à l'Europe. Donc, en donnant cette impulsion-là, ça crée une certaine incidence dans la zone euro. Et nous avons aussi une grande question qui partage les Européens à l'heure actuelle. C'est justement le problème migratoire.
L'Italie aujourd'hui subit de plein fouet et l'Espagne subit de plein fouet, notamment ce qui se passe au niveau de la migration. Et que je pense que c'est une question où aujourd'hui l'Espagne et l'Italie semblent ne pas être écoutées. Et c'est ce problème de répartition notamment de migrants. Ce sont ce problème-là qui font en sorte aujourd'hui que l'Europe soit un peu divisée. Mais je pense qu'avec les élections, tout sera remis en ordre. Il y a un autre problème qui se passe aussi au niveau de l'Europe. C'est le problème du Brexit. Vous savez, par référendum, le Royaume-Uni a décidé de quitter... D'ailleurs, Theresa May qui annonce sa démission. Effectivement, Theresa May annonce sa démission parce que le Brexit a été mal négocié. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni est un grand partenaire de l'Union européenne. Aujourd'hui, il quitte l'Union européenne. C'est un grand problème et on devra requalifier notamment certaines politiques commerciales parce que c'est maintenant un nouveau partenaire. Partant de tous ces facteurs, cela explique notamment cette décroissance économique de 3,6% à 3,3%. Je me réfère plus à l'économie américaine, parce que c'est la première économie mondiale. À titre d'exemple, son PIB, en 2018, le taux de son PIB était à 2,8%. Actuellement, fin avril 2009, il est maintenant à 2,4%. Réunir la somme de tous les facteurs dont nous venons d'évoquer tout à l'heure, il me semble dire que ce taux risque d'arriver jusqu'à 2% à la fin de cette année. Vous avez démontré les différents facteurs, la Chine, avec l'affaire Huawei. Vous avez présenté l'euro, vous avez présenté aussi cette affaire de Brexit et le problème migratoire. Nous revenons avec la Chine. La Chine a fourni beaucoup d'efforts pour être là où elle se trouve. Elle s'est imposée, mais nous comprenons ceci, on cherche des marchés. On veut s'imposer dans les marchés pour vendre ses biens et ses services. Et avec l'affaire Huawei, nous sentons l'espionnage pour connaître que veut le consommateur. Parce que c'est le consommateur qui a les moyens pour pouvoir s'offrir les biens de première nécessité qu'il a. Maintenant, je me pose une question. Aujourd'hui, je prends le cas, nous allons en Chine acheter des téléphones, vous avez Guangzhou, vous avez tout cela. Est-ce que l'effet de diversifier plusieurs biens, n'est-ce pas cela qui pose problème? Par exemple, avec la piraterie, vous avez des téléphones de seconde nature. Est-ce que tout cela, ce n'est pas ce coût-là que les États-Unis disent que ces gens nous apportent une mauvaise proposition économique pour faire, par exemple, ombrage à notre avancée économique? C'est un peu cette langue pour que tous nos téléspectateurs puissent nous comprendre. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Actuellement, les États-Unis ne veulent pas perdre notamment leur suprématie. Tout à fait. L'économie chinoise a fortement évolué, a réalisé de taux de croissance assez spectaculaires, qui aujourd'hui a devenir la deuxième économie mondiale. Mais le grand problème, c'est une économie qui est basée sur la copie. Voilà. Et comme c'est une basée sur l'économie sur la copie, elle tente justement de copier les grandes marques. Remarquez, toutes les grandes marques souffrent notamment des copies qui se sont réalisées au niveau de la Chine. Et beaucoup perdent de bénéfices, beaucoup perdent de recettes à cause de cela. Cette tension de Huawei qui existe, aujourd'hui, vous le savez, pour ne pas le citer, iPhone a la suprématie dans le domaine de téléphone. Tout à fait. Mais il semble aujourd'hui iPhone perd de la vitesse à cause notamment de cet espionnage commercial. Il semble que le téléphone Huawei a de formats un peu similaires à celui de Huawei, que ce soit sur la forme, mais sur le mode d'exploitation. Récemment, j'ai suivi le patron de Huawei qui avait même annoncé de mettre en place un nouveau système d'exploitation pour justement tenter de contourner qui est l'implication américaine dans cela. Bon, cette économie de copie a certes profité à la Chine, mais aujourd'hui, on remarque qu'elle présente des essoufflements. Ces essoufflements, aujourd'hui, permettent aujourd'hui aux États-Unis de pouvoir remettre sa suprématie d'ordre de bataille. Donc, il y a aussi une place essentielle de l'éthique sur le plan commercial, sur le plan économique. C'est important. L'éthique reste incontournable sur le plan commercial. On ne peut pas vouloir évoluer dans le monde des affaires sans pour avoir une certaine probité, une certaine éthique. Parce qu'il faut respecter le logo de la marque. Passer de la copie pour un effort fourni, pour $1 investi, et que demain qu'on puisse vous le copier, traduit notamment une certaine niaiserie par rapport à la sorte. Par exemple, nous, nos frères et sœurs congolais qui vont en Chine, qui vont par-ci, par-là pour acheter des articles de seconde valeur pour venir revendre aussi, il y a aussi un problème d'éthique. C'est la raison pour laquelle les grandes sociétés, les grandes marques ne peuvent pas venir s'implanter, par exemple, ici, parce qu'il y a de la copie. Exactement, il y a un problème d'éthique. Je l'ai toujours dit, vous m'excusez, j'ouvre une petite parenthèse. Je n'ai jamais compris ce phénomène qu'une personne
gagne difficilement son argent, puisse utiliser ses fonds ou ses ressources pour aller acheter du copier. Ça, je n'arrive pas à comprendre cela. Bien que ce commerce profite notamment à nos compatriotes, mais vous remarquez que sur la qualité même de produits, pas de bonne mise. Parce que lorsque vous vous procurez un produit chinois, dites-vous que vous avez un laps de temps d'au moins de 6 mois ou d'une année. Mais par contre, si vous occupérez un dossier ou un élément ou un produit original, vous êtes parti pour un peu plus de temps. Donc, je pense, et je vous rejoins notamment à ce point-là, qu'il y a un problème d'éthique et que nous devons notamment requalifier ça au niveau de notre... Juppie Bonseni, Steve, une petite anecdote. Il y a un jeune qui a 10 euros entre ses mains, il veut aller changer et il arrive au coin de son avenue et ça devient des spéculations. 10 euros vaut combien de dollars? La promesse de l'héros fort, de cet héros qui est une solution pour... parer les attaques du dollar sur le marché des échanges. Est-ce que l'on ne peut pas se dire, avec cette réalité du Brexit, le fait que les économies ne sont pas fortes partout pose problème sur la zone monétaire? Ce n'est pas ça le problème. Vous l'avez dit dans votre question, heureusement. Le problème avec la zone euro, c'est que beaucoup sont venus en euro, ont intégré l'Europe notamment, je parle de pays européens, avec des faux chiffres pour certains. Je prends le cas de la Grèce, c'est le cas le plus éloquent. On peut le dire que la Grèce n'a pas su donner des chiffres tels qu'il le fallait. Aujourd'hui, il a subi notamment les conséquences notamment de cette mauvaise gestion. Partout ailleurs aussi, les économies ne sont pas assez fortes parce qu'il n'y a pas une force de production capable de soutenir. Si ce n'est le couple franco-allemand qui existait, un peu l'Italie, encore le Royaume-Uni qui vient de quitter, l'euro n'aurait pas eu assez de force ou assez de conviction, notamment face au dollar. Je pense que c'est grâce actuellement au groupe franco-allemand que l'euro essaie de tenir. Vous remarquerez aujourd'hui qu'après le départ du Royaume-Uni, la France et l'Allemagne tentent justement d'imprimer de nouvelles politiques structurelles afin de soutenir, de donner une nouvelle impulsion à l'Union européenne et surtout face à l'euro. Mais ce qui est plus sûr, l'euro a gardé sa stabilité face au dollar et que je pense qu'elle va continuer dans ce sens-là. Et je prends aussi le cas pour l'Afrique, par exemple la zone CFA. Et aujourd'hui, par exemple, il y a certains présidents africains qui penseraient que la solution pour l'Afrique serait d'avoir une monnaie unique au niveau de l'Afrique. Mais est-ce que les bases, par exemple, pour avoir une monnaie unique au niveau de l'Afrique, est-ce que nous avons cette base-là aujourd'hui? Voyons le niveau de nos économies, de la production, des importations, des exportations. Est-ce que nous pouvons l'avoir? Parce qu'en voyant par exemple l'euro, la zone euro, où nous disions que non, c'est l'Europe, mais on voit réellement qu'il y a certains pays, ou pas la plupart des pays, traînent les pas pour pouvoir respecter les différents paramètres économiques pour que nous puissions avoir une monnaie unique forte. Est-ce que, par exemple, parler d'une monnaie unique dans la zone Afrique, monnaie unique, par exemple, nous voyons le CFA, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que je le dis, je l'ai toujours dit sur plusieurs plateaux de télévision, que avant de pouvoir penser à avoir une monnaie unique pour l'Afrique, pensons d'abord à avoir une monnaie régionale. C'est le plus important. Parce que on remarque que même face à nos économies de proximité, je prends par exemple le cas de la République démocratique du Congo, il y a un problème. Le Rwanda aujourd'hui présente une force de frappe aujourd'hui qui, pour beaucoup d'investisseurs, présente de bons chiffres. Donc c'est maintenant une économie de référence au niveau de la sous-région. Jadis, c'était la République démocratique du Congo ou le Zaïre. Donc je pense que je ne suis pas confortable. Pourquoi? Parce que les niveaux de production et les niveaux d'accessibilité de nos économies ne sont pas assez développés. Pour penser à une monnaie unique dans ce sens-là, commençons d'abord par une monnaie régionale, c'est le plus stable possible. Et le dernier point, c'est celle de migration. Nos frères et sœurs qui vont aller en Europe pour trouver mieux à l'étranger et s'ensuit des morts. Est-ce que l'Europe, ce pays pourrait proposer des projets permettant de soutenir l'emploi des jeunes
dans ces pays où ils quittent, est-ce qu'on ne peut pas faire cette approche-là pour leur assurer, parce que ce qu'ils vont chercher ailleurs, c'est un emploi stable, un logement, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des programmes structurels tenant compte des besoins de ces jeunes pour stagner cela? Parce que l'Europe a tout tenté, l'Espagne, l'Italie, vous l'avez cité, avec l'île de Lampedusa, vous voyez tout ce problème. Est-ce que ce n'est pas à l'Europe, à travers des projets pour aider les jeunes Africains? Vous, en tant qu'économiste et financier, et puis vous-même, vous êtes jeune. Oui, bonne question. C'est une question pertinente. Écoutez, ces programmes-là existent. Ces programmes-là existent et sont mis en place. Je reprendrai cette question sous deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a un volet politique. Je pense que l'Union européenne, via ses programmes programmes d'appui d'aide, nous apporte de l'aide nécessaire justement pour y parvenir. Mais le grand problème, c'est que faisons-nous des fonds qui nous sont octroyés à travers le programme d'insertion de jeunes? C'est ça le grand problème et la grande question. Que faisons-nous de ça? Parce que je suis sidéré de voir nos frères africains quitter l'Afrique pour rejoindre l'Europe, pensant trouver le mieux là-bas. Pendant ils peuvent aussi justement se tirer d'affaires ici. Alors, il y a un problème qui se pose. D'abord, c'est le problème politique. Je pense que ceux qui sont en charge, je le dis objectivement, ceux qui sont en charge de ce dossier-là, ou ne gèrent pas correctement comme il le faut, notamment ces fonds pour pouvoir insérer les jeunes dans la vie sociale. Parce que le chômage bat de l'aile. Donc il y a un problème de cela. Et puis, je dirais aussi, il y a un problème de volonté. Avec un peu de volonté, on peut justement résoudre ce problème-là. Nous recevons ici sur ce plateau l'économiste et financier Juppy Bonseni Steve, avec qui nous sommes en train d'avancer. Nous avons abordé la première partie qui concernait l'économie mondiale, la situation de l'économie mondiale. Et là, nous passons sur cette question qui est importante, les pays en voie de développement et émergents. Vous avez cité l'exemple du Rwanda, qui a fait des efforts formidables durant ces 10 dernières années. Vous avez du Wi-Fi partout, ainsi de suite. Quelle est la situation aujourd'hui des pays émergents? Et par rapport à la RDC aussi, nous allons faire un clin d'œil. Nous voulons aussi émergents. Quelle est la situation aujourd'hui de ce pays? Bonne question, M. Sanforia. Je dirais rapidement que pour ce qui est des économies émergentes, dans les pays émergents notamment et dans les pays en voie de développement, il y a une forte croissance qui s'installe. En 2018, nous avons un taux de croissance autour de 2,9%. Et fin avril 2019, nous sommes au moins à un taux de croissance à 3,6%. Ce qui traduit justement une évolution positive de ces économies-là. C'est en dépit notamment de programmes structurels que peuvent avoir ces pays-là, avec nos partenaires traditionnels ou les bailleurs de fonds. C'est en dépit de l'endettement excessif qu'ont ces pays-là vis-à-vis de partenaires traditionnels ou de bailleurs de fonds, mais suite aussi à la situation politique que traverse ce pays-là. Pourquoi je le dis? Je prends le cas du Brésil. Récemment, les élections se sont passées par là. On a vu qu'il y a un changement qui s'est passé par là. Je prends le cas de l'Inde. Récemment, nous avons eu des élections, bien que le parti en pouvoir a été reconduit. Je prends l'Afrique du Sud. Il y a des élections qui se sont passées là-bas. Il y a eu un nouveau président. Je prends également le cas de la République démocratique du Congo. Il y a des élections qui se sont déroulées où nous avons un nouveau président et puis une nouvelle équipe à la tête du pays. Mais remarquez bien avec moi, je le dis sans complaisance, c'est que la volonté de toutes les personnes qui sont nouvellement au pouvoir, c'est de pouvoir combattre la corruption. Parce que la corruption est un cancer justement qui ronge notamment plusieurs économies. Quelle que soit la chimiothérapie qu'on apporte notamment à ce cancer-là, mais je pense que la volonté aujourd'hui s'est traduite notamment par le nouveau président, qui je pense qu'il est installé sur son fauteuil, et cette volonté-là de pouvoir bien faire les choses et de rendre public ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est déjà un pas vers cette éradication-là. Vous avez donné l'exemple du Brésil, vous avez donné les exemples où les élections ont eu lieu et vous avez parlé de lutter contre la corruption. Parce qu'à cause de la corruption, il y a des milliers et des milliers de dollars qui échappent au circuit normal de recouvrement de l'État pour pouvoir financer des projets porteurs de croissance. Parce que quand on dit croissance, il faut qu'il y ait effectivité dans le panier de la ménagère, notamment être capable à avoir accès aux soins, aux services et autres. Quelles sont les stratégies pour lutter contre la corruption?
quelles sont les stratégies efficaces qu'on peut placer? Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure ici, la corruption est comme un cancer. Et je pense que pour la RDC, si je peux, ou pour certains pays, il a pris des proportions inquiétantes. Il faut une nouvelle éthique. Il faut une nouvelle éthique, il faut une nouvelle façon de faire des choses. Il faut innover dans ce sens-là pour combattre la corruption, parce qu'on ne peut pas combattre la corruption avec les mêmes personnes. Je suis désolé. Même s'il faudrait avec les mêmes personnes, il faudrait une reformulation, une requalification de ces personnes-là, notamment pour pouvoir faire les choses. Et puis de deux, il faudrait faire les choses sans complaisance. S'il s'agit de frapper, il faut frapper pour donner exemple, afin de lutter ça. Parce qu'avec la corruption, aucune économie ne peut décoller. Et puis rendre public cela, afin que tous qui tenteront justement de pouvoir oser à corrompre ou à être corrompus soient notamment mis devant la justice, les cadres juridictionnels, afin de pouvoir être jugés de ça. Aucun pays dans le monde ne peut se développer sans l'agriculture. Nous prenons le cas de la RDC, immensité de terres arables. Est-ce que pour atteindre l'émergence, donc la croissance et être émergent, faudrait-il pas aussi tenir compte de l'agriculture? Parce que l'agriculture peut répondre à une question, par exemple, de l'employabilité des jeunes. Parce que l'agriculture, est-ce que ce chantier-là, agriculture, quelle est la place qu'elle doit avoir, par exemple, en République démocratique du Congo? Bonne question. J'ai toujours salué le dossier de Bukang Alonso. C'était un dossier éloquent. Que je me disais que c'était pour nous la locomotive qui pouvait nous faire décoller sur le plan. Mais ce dossier tasse aujourd'hui pour les raisons dont j'ignore. Mais je me disais qu'avec cela, que ça pouvait nous aider. Comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, l'agriculture se présente comme étant une alternative face à nos minéraux. On pouvait les développer aujourd'hui et atteindre le niveau de nourrir s'il le faut ou d'exporter au niveau de l'Afrique centrale. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que quelque part il y a des problèmes que nous devons justement le déceler et le mettre en exergue et le combattre, bien entendu. Et par rapport aux routes des dessertes, parce que le circuit, vous avez par exemple, vous parlez de Bukang Alonso, vous avez des sites de production de produits agricoles, mais l'évacuation de ce produit dans un circuit du lieu de la production au lieu de consommation ou de la vente pose problème. Est-ce que pour l'émergence, ne devrions-nous pas commencer par là, à connecter les zones de production aux zones de consommation? Monsieur Saforia, je le répète encore, pour moi, le dossier Bukang Alonso a été le meilleur des dossiers. Il aurait fallu d'abord nous prendre exemple sur Bukang Alonso, comment le faire, comment arriver, comment y parvenir. Parce que la production ou les chiffres qui étaient attendus sur Bukang Alonso étaient immensement capables de pouvoir nourrir toute l'Afrique centrale. Et l'ordre d'évacuation, notamment de ces produits-là, ne posait nullement aucun problème. Bukang Alonso devait nous servir comme exemple. Et en ce moment-là, ça devait nous servir comme tremplin pour justement essayer de développer ça à travers toute la République. Et concernant les zones d'industrialisation, parce que pour parler d'émergence ou de pays développés émergence, il faut tenir compte. L'industrialisation n'est pas un défi. Qui dit grands travaux, construction, saute-mouton, est-ce que cela veut dire industrialisation nécessairement? Non, c'est deux choses différentes. Voilà. C'est deux choses différentes. Qui dit industrialisation, il faudrait que nous ayons des usines de production à travers tout, pas seulement ici concentré à Kinshasa ou à travers le Lubumbashi ou dans les grandes villes, mais devons se retrouver aussi à travers toute la République. Cela dépend justement, on appelle les investissements d'honneur, qui sont réellement réservés à l'État. C'est l'État notamment qui devrait s'impliquer à pouvoir investir cela, à créer des usines ou des unités de production ou à favoriser un climat des affaires capable justement d'attirer des investisseurs pour pouvoir assurer ce niveau de vie. Nous parlons du développement de l'économie sous-régionale par l'interconnexion des différents pays, des différents pôles. Par exemple, nous prenons le cas du projet pont-route rail entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Est-ce que vous êtes preneur? Par exemple, quand nous prenons les Né-Congo, j'en profite de poser cette question parce que tu es économiste et financier, tu vas essayer de nous donner tes analyses. On dit que mettre ces ponts, c'est quelque part crier la mort de l'ex-ONATRA et faire plus de bénéfices pour le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous êtes d'accord?
avec cela? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis de ceux qui soutiennent ce dossier, qui est un pont notamment au niveau entre Kinshasa et Brazzaville. Cela permettra justement de nous ouvrir. Aujourd'hui, aucune économie ne peut vivre en autarcie. Donc nous sommes obligés de nous ouvrir via le monde. Et nous sommes aussi obligés de le faire. Pourquoi? Parce que nous devons faire face notamment à une compétition. Cela va nous mettre justement en compétitivité face aux économies de proximité. Nous allons nous mesurer par rapport à ça. C'est en cela que justement que nous allons juger que si l'économie congolaise est forte ou une économie capable de subir des chocs venant de l'extérieur. Donc je suis de ceux qui soutiennent ce dossier et que je pense qu'il devrait aller jusqu'au bout. Et hormis cela, il n'aura aucune incidence sur le réseau ONATRA. Pouvez-vous nous expliquer? Il n'aura aucun réseau. Pourquoi? Parce qu'il y en a de ceux qui utiliseront ce réseau comme ils le font. Cela dépendra de la tarification justement que chaque client ou chaque opérateur voudra opter. Je ne pense pas que la tarification de l'ONATRA ou la tarification de pouvoir utiliser seront de la même façon. Ça dépend de chaque opérateur, mais ça n'aura aucune incidence notamment sur la vie économique. Au contraire, ça devrait nous inciter justement à nous rendre plus compétitifs. Mais nous manquons un port en eau profonde. Par exemple, si nous avions Banana, pour ceux qui décrivent ce projet, si nous avons le port de Banana achevé, donc la concurrence serait loyale entre le port de Pointe-Noire. Donc, mais là, vous ne trouverez pas que, par exemple, les bateaux vont s'accoster qu'au port de Pointe-Noire, prendre la route, traverser le pont pour arriver à Kinshasa? J'ai eu à visiter 2 fois la ville de Mwanda, une formidable ville en plein essor, qui n'attendait que le dossier ou le projet de Banana, de port en eau profonde. Au cas contraire, si nous réalisons, c'est justement un dilemme qui se présente, si nous réalisons le projet en eau profonde avec le port de Banana, dans ce cas, nous devons négliger ou laisser tomber le projet du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Alors si nous renonçons au projet de port en eau profonde, dans ce cas, nous devons nous consacrer. Parce qu'il faut rendre notre économie compétitive. On ne peut pas à tout moment toujours subir. Donc c'est à nous d'être compétitifs. C'est à nous d'être compétitifs et de faire face à ce... Et de ne pas se plaindre et dire que voilà, quand les autres sont forts. Pourquoi nous ne sommes pas forts? Si nous voulons être forts, nous devons le prouver à partir de là. À partir soit du port en eau profonde, soit du pont au niveau de Brazzaville. Parce que, remarquez bien, le circuit qui existe, c'est un circuit qui existe depuis 60. Les voies d'évacuation qui sont là, ce sont les voies d'évacuation laissées par les Belges. Donc c'était justement pour uniquement subir ou recevoir. Par exemple, la question qu'on se pose, quelle est la politique que nous devons mettre en œuvre en RDC pour rendre notre économie compétitive? Quelle est la politique? Parce que là maintenant, c'est aux décideurs, c'est à notre économie, c'est à nos décideurs de mettre en œuvre un cahier de charges permettant de définir une politique compétitive pour la RDC. Il faudra rendre notre économie plus attractive, il faudra assainir le climat des affaires, il faudrait une bonne gestion des finances publiques, il faudrait un cadre macroéconomique assez serein pour assurer différents investisseurs. Parce qu'on le sait en économie que les capitaux stagnent au-dessus des nations. Elles cherchent seulement où se poser. Donc il y a un problème. Donc si ces capitaux n'arrivent pas ici au pays, c'est que forcément le cadre qui permet justement de recevoir ces capitaux ne rassure pas les différents investisseurs. Mais je pense qu'avec l'organisation des élections qui se sont déroulées, a conduit justement un nouveau président, une nouvelle classe, mais va permettre notamment une certaine, ou imprime aujourd'hui une sérénité sur le monde des affaires. Attendons-nous voir dans 6 mois ou dans une année pour pouvoir faire une certaine évaluation de ça. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Steve Bonseni Jupi, qui est financier et économiste. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'économie, de finances dans votre magazine Data Market. Nos richesses minières. Bénédiction ou malédiction, elle est la source de tout le monde. Pour certains, elle est la cause de notre retard, 50 ans d'indépendance après. Pour d'autres, elle peut être un tremplin pour l'émergence définitive pour la RDC, toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Quelle est la situation actuelle, Jupi, Bonseni, Steve, par rapport à nos minéraux? Je vais aller avec un petit exemple avant de répondre rapidement à cette question. Vous savez, le bon ami, c'est lequel? Le bon ami, c'est non seulement une personne qui vous aime, mais c'est une personne qui vous dit aussi des vérités. N'est-ce pas? On fait une analyse aussi avec vous, mais je n'ai pas honte de vous dire des vérités. D'accord? Le problème avec nos minéraux, c'est un problème... D'abord, c'est une bénédiction que nous avons ces minéraux-là,
mais c'est un problème de corruption généralisée qui se passe au niveau du pays. Parce qu'on devait normalement profiter de ces minéraux-là et que le Congolais devait être une personne digne au niveau de l'Afrique centrale, mais aussi au niveau de toute l'Afrique. Et pour répondre rapidement à votre question, nos minéraux aujourd'hui connaissent il y a une bonne évolution. Une évolution positive de nos minéraux. Et il y a une certaine évolution positive. Il y a une tendance assez haussière, à l'exception fort malheureusement du cuivre et du pétrole, qui stagne un tout petit peu. Aujourd'hui, le cuivre se vend au moins à 6 300, 6 700 $ la tonne métrique au niveau du marché. Et le pétrole se vend au moins à 70 ou 73 $ pour les barils de Brent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Concernant le cobalt. Le cobalt aujourd'hui au cours du dernier semestre a connu un certain bond de 12 à 15%. Vous me posez la question, d'où vient ce bond-là de 12 à 15%? Elle s'explique notamment par la mise en place de pays industrialisés ou des pays avancés pour lutter justement contre le réchauffement climatique ou la pollution. Ces pays ont mis en place notamment des voitures électriques. Et ces voitures électriques sont fortement dépendantes du cobalt, d'où la demande est forte. Aujourd'hui, hier j'avais encore salué la décision du gouvernement passé de pouvoir créer une zone régionale au niveau du Katanga. Mais que faisons, la grande question, que faisons-nous de cette zone régionale? Devons-nous en profiter? On devait en ce moment profiter notamment de l'embellie du cours du cuivre pour pouvoir tirer profit de ça. Comment réorganiser nos minéraux pour que cela serve aux intérêts des Congolais, que nous puissions avoir des revenus de ces minéraux et faire décoller notre économie? Comment organiser ce secteur-là? Parce que vous remarquez, ce secteur est plus entre les mains des privés, des sociétés privées. Par exemple, où est la Gécamine aujourd'hui? Où est l'Amiba aujourd'hui, qui était hier fleuron de notre économie? Effectivement, bonne question. Écoutez, les fonds nous échappent essentiellement sur la mobilisation de nos ressources internes via nos minéraux. Nous avons parlé tout à l'heure de l'agriculture. Maintenant, nous sommes en train de parler des minéraux. Je pense qu'il faudrait une requalification de l'échiquier économique et social en ce sens-là. Il faudrait reformer l'homme au centre de la gestion de la chose pour pouvoir nous permettre de ressortir de ça. Parce que même si on mettait les derniers logiciels qui existent notamment pour gérer notamment la finance ou l'économie au niveau de minéraux, tant que l'homme lui-même n'est pas lavé ou n'est pas blanchi de toute chose, on retombera toujours la même chose. Je pense que le problème vient d'abord de l'homme congolais lui-même. Quels que soient les derniers logiciels qu'on mettra en place, il y a toujours un problème. Donc, une requalification de l'homme en tant qu'individu, en tant que personne, et puis la mise en place de nouvelles politiques structurelles capables de accompagner notamment cette économie, surtout au niveau de minéraux. Et nous devons aussi diversifier. Il n'y a pas que l'économie. Bien que nous avons créé une zone régionale économique au niveau du Katanga, il n'y a pas que l'économie, mais aussi l'agriculture, pour lesquels qui devraient aussi subir aussi les mêmes performances au niveau du minéral. Parlons aussi des énergies nouvelles et renouvelables. Vous avez le courant électrique qui peut être produit de plusieurs manières en RDC et nous faire bénéficier des capitaux frais, notamment par exemple avec le grand barrage Inga. Comment rendre notre secteur électrique compétitif pour l'exploiter en RDC et aussi faire profiter d'autres pays en Afrique et pourquoi pas l'exporter ailleurs aussi? Le projet Inga était toujours l'un des projets phares pour lesquels j'avais salué l'audace à l'époque. J'ai salué plutôt l'audace prise à l'époque par le président Mobutu pour pouvoir concrétiser ce dossier-là. Et à l'heure actuelle, si nous mettons du sérieux, notamment sur ce dossier-là, Inga a aujourd'hui la capacité, nous le savons, d'alimenter toute l'Afrique centrale, si pas aussi une grande partie de l'Afrique. Nous pouvons y mettre du paquet. Je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut une certaine requalification de programmes liés notamment au niveau des énergies, mais aussi mettre en place des alternatives. Il n'y a pas que Inga. Vous avez parlé des énergies renouvelables. Pourquoi ne pas se consacrer à l'énergie solaire aussi? C'est un investissement qui pourrait justement compenser notamment le déficit que nous avons au niveau du programme d'Inga. Le Sénégal, avec le président Macky Sall, l'a su le faire. Aujourd'hui, il y a une énorme industrie qui existe là-bas qui est justement capable d'alimenter des quartiers grâce à l'énergie solaire. Nous sommes aussi capables de le faire. Si le Sénégal est arrivé à le faire, je le prends en titre d'exemple de comparaison, justement, la RDC est capable aussi de le faire.
Ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'on puisse, par exemple, exploiter correctement le gaz méthane dans le lac Kivu? Parce que ce gaz-là, vous avez la Russie qui a le monopole de ce gaz pour l'Europe, elle le distribue avec Gazprom. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose pour l'exporter ailleurs? Parce que un jour, il y aura catastrophe naturelle suite qu'on n'exploite pas ce gaz méthane. Tout à l'heure, M. Sanfoy, bonne question. Tout à l'heure, Sanfoy, je vous ai parlé des investissements d'honneur. Il appartient à l'État, justement, en cas d'absence d'investisseurs sérieux, notamment sur le domaine, de pouvoir s'investir lui-même, en créant notamment une industrie capable de pouvoir exploiter ce gaz-là ou de tirer réellement profit de ce gaz-là. Il y a un problème qui se passe au niveau de ce gaz-là qui devrait être suivi de près et que je pense que ça reste un problème très délicat et très politique à ce sujet-là. Parlons réchauffement climatique. Pourquoi la RDC, encore bénie de Dieu, peut gagner grâce à ses forêts? Quel est le rôle de la RDC pour bénéficier? Parce que grâce à ses forêts, la RDC purifie l'air. C'est un parc écologique qui peut répondre à cette question de pollution. Comment la RDC peut tirer bénéfice? Parce que le Congo-Brazzaville, par exemple, gagne à notre place. Bonne question. Vous parlez maintenant du réchauffement climatique. Il faudrait le dire, en ce qui concerne le réchauffement climatique, l'accord de Copenhague a été le dominateur stimulant notamment sur ce dossier. Ça a été un petit éveil notamment de la conscience mondiale face à ce problème de réchauffement climatique. Aujourd'hui, le monde a pris conscience de l'enjeu qui l'entoure par rapport à l'accord de Copenhague qui prévoit notamment, où les clauses qui étaient prévues étaient de réduire de façon quantitative et qualitative du gaz à effet de serre. Le bien fondé de ce que beaucoup de pays industrialisés étaient intégrés dans cet accord de Copenhague. Aujourd'hui, nous avons eu récemment l'accord sur Paris, qui se présentait comme étant un certain audit, notamment par rapport à l'accord de Copenhague, pour savoir qu'avons-nous fait, qu'est-ce que nous devons encore faire, qu'est-ce que nous devons encore réaliser. Vous venez de l'évoquer sans pour autant le dire, c'est le problème aujourd'hui avec l'accord de Paris, c'est qu'il y a un problème de concept de payeur-pollueur. Je pense que nous avons le deuxième poumon économique, le deuxième poumon plutôt écologique mondial, après justement l'Amazonie, je m'excuse. Donc c'est dans ce sens-là que ça nous permet justement de bien négocier. Je pense que ceux qui étaient à charge de ce dossier-là, pour moi, n'ont su correctement négocier ce dossier-là parce que je ne pourrais pas comprendre que le Congo-Brazza soit au devant par rapport à la République démocratique du Congo. Mais fort malheureusement, l'administration américaine via Trump a quitté cet accord, que je pensais que c'était un accord parfait pour pouvoir résoudre. Pourquoi? Je le dis, M. Symphorien, aujourd'hui les experts ont mis en exergue le problème ou le danger qui nous guette aujourd'hui. Vous voyez les fonds de banquise au niveau de l'Antarctique, mais aussi l'augmentation du niveau de mer de 1 à 2 mètres dans certaines. Et si vous allez dans certains archipels ou dans certaines îles, certaines îles n'existent même plus à cause de ça. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Steve Bonsemi-Juppy, hier c'était le conflit des minerais et dans un avenir proche, c'est le conflit de l'eau. Nous avons un problème de transfèrement. On veut transférer les eaux du fleuve vers le lac Tchad. Est-ce que la RDC ne doit pas passer vers l'avant pour déjà savoir négocier? Même l'eau devient une ressource rare. Et la RDC a une grande quantité d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été toujours défavorable par rapport à ce dossier-là. Vous ne savez pas, en détournant cela, le bienfait que Dieu a créé, quelles sont les conséquences écologiques que vous laissez ou que vous réservez. J'ai été toujours contre ce dossier-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo devrait être focus notamment sur ses capacités de production à pouvoir desservir et qu'aucun Congolais ne puisse manquer de l'eau potable chez lui. C'est ça le plus grand défi. Le plus grand défi, ce n'est pas d'abord de vendre de l'eau à certains, bien que le défi de l'eau, c'est le défi de demain. Il faudrait d'abord subvenir aux besoins en interne, ensuite on verra ce qu'on peut faire en externe, mais tout en prévoyant que les conséquences écologiques peuvent être de nature énorme et dégradant, et même aussi au niveau de l'économie, ça risque de nous empiéter. Votre point de vue, nous arrivons aux banques, votre point de vue sur la situation de banques en RDC, surtout les banques commerciales et les banques privées. D'accord, bonne question. Écoutez, actuellement, les banques commerciales, la situation bancaire en RDC est en position de repli. De repli, pourquoi? Parce que avant les élections, il y avait une incertitude qui régnait. Beaucoup des acteurs dans le métier ou dans le secteur avaient braqué justement pour ne pas faire des investissements sérieux dans ce sens-là. Mais avec le déroulement des élections, je pense qu'il y a une certaine sérénité qui s'est retrouvée au niveau des affaires.
un élément aussi qui a touché le secteur bancaire, c'est un élément qu'on appelle l'élément immatériel. C'est la confiance. La confiance a été détruite notamment à cause de l'affaire de deux banques, dont je ne cite pas le nom, dont l'une a été liquidée et l'autre est en difficulté. Aujourd'hui, elle présente des difficultés et que la population a de plus en plus du mal à réaliser une certaine confiance vis-à-vis du secteur bancaire, malgré le produit net bancaire qui est en forte croissance de différents acteurs. Mais comment rétablir cette confiance et comment, par exemple, ne plus arriver dans des situations telles que la liquidation de la banque dont on ne cite pas et les difficultés de refinancement de la banque dont on connaît la situation tous, même si on ne va pas la citer aussi? D'accord. Il y a un problème de contrôle qui se passe là. Il faut plus de régulation. Donc, c'est une recommandation que nous reformulons notamment au régulateur, qui est la Banque centrale du Congo, de procéder à plus de régulation, à plus de contrôle, notamment des différents, en tenant compte de l'accord de Bâle qui s'est passé en Suisse. On voit les systèmes risques. Donc, c'est-à-dire faire ou procéder à des simulations de crise systémique de ces banques-là, pour voir si elles peuvent facilement résister à des crises ou à des problèmes de crise de confiance ou à des crises de liquidité. Je pense qu'en ce temps-là, nous pouvons justement résoudre ce problème. Et les épargnes et les crédits dans les banques commerciales, comment rendre cela plus attractif et rassurer surtout les épargnes des clients? Là, il se prend même un problème de taux de bancarisation qui se pose. Parce que je n'arrive justement pas à comprendre comment est-ce que le taux de bancarisation reste encore le plus faible possible. Le plus faible, moins de 10% dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est un problème inquiétant qui devra notamment nous interpeller. Et la difficulté de toutes ces banques-là, elles sont essentiellement concentrées dans les grandes agglomérations, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Matadi. Là où le besoin existe, elle ne l'est pas. Je comprends qu'il y a un problème de sécurité qui se passe, mais c'est justement au gouvernement, au régulateur de pouvoir le rassurer dans ce sens-là. Alors, pour résoudre ce problème-là rapidement, je pense qu'elle passe nécessairement ou obligatoirement par des mécanismes d'innovation. Aujourd'hui, je vous informe, mais sur Symphorien, que la Banque centrale a mis en place une nouvelle instruction. L'instruction, je pense, l'instruction numéro 37, qui rend gratuit certains services de banque, notamment l'ouverture d'un compte, la fermeture d'un compte, effectuer un transfert pour votre nièce ou pour votre neveu. Avant, jadis, cela exigeait des frais. Et le client congolais en banque, c'est un client très exigeant en satisfaction, mais peu fidèle. Donc, il faisait une comparaison entre les frais qui étaient administrés dans toutes ces banques pour voir où est-ce qu'il peut réaliser un transfert pour sa fille, où est-ce qu'il peut réaliser une opération de banque. Alors, cette instruction aujourd'hui vient bannir notamment toutes ces opérations, dites des opérations banalisées. Parce qu'on ne peut pas comprendre M. Symphorien se retrouvant à Paris, qu'on vous taxe des fois juste pour avoir utilisé votre carte. Il y a un problème. Ça décourage quelque part. Parce que tout ça, c'est en charge la nouvelle instruction permettra justement de sortir la bonne banque de la mauvaise banque. Et puis, deuxième facteur, justement, pour lutter, c'est contre ce taux pour augmenter plutôt ce taux de bancarisation, vous me le permettez, c'est justement la digitalisation et l'agency banking. Cela veut dire quoi, M. Symphorien? Cela veut dire que aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons même plus de 35 millions de Congolais disposant d'un téléphone cellulaire. Et ces téléphones sont connectés à Internet. Et je vous informe que 65% d'entre eux se retrouvent en milieu rural. Ce qui traduit que les banques ou les sociétés peuvent facilement l'utiliser pour atteindre facilement ces gens. Dans les pays avancés, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour pouvoir effectuer certains programmes ou certaines opérations en banque. Via votre téléphone, avec le mobile banking, vous pouvez facilement utiliser votre téléphone pour faire, par exemple, une simulation de crédit, une opération de transfert, sans pour autant vous déplacer. Aujourd'hui, les banques peuvent facilement, ou d'autres sociétés peuvent facilement l'utiliser, parce qu'il y a déjà la messagerie financière qui existe via les entreprises de télécommunications. Je pense que sur ce point-là, que la Banque centrale ou le gouvernement et les différents acteurs peuvent facilement réussir ce problème d'inclusion financière. Steve Monseni-Jupi, nous atteignons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Il y a plusieurs jeunes qui nous suivent à travers le monde, à Tombouctou, à Lomé, qui nous suivent de l'Angola, qui nous suivent à Kinshasa, partout en RDC, à Libenge, à Makiso. La problématique de l'entrepreneuriat jeune. Trouver un financement pour son projet. Quelles sont les conditions pour qu'un projet soit bancable? Un jeune, par exemple, qui veut se lancer dans un secteur X, puisse trouver l'accompagnement
auprès d'une banque, vous en tant que banquier aussi, quelles sont les stratégies, les conseils que vous pouvez leur dire? Et ça sera votre contribution auprès de ces jeunes. Bonne question. Écoutez, je tiens à signaler à ces jeunes-là qui sont jeunes aussi comme moi que, écoutez, il n'y a pas que les banques qui existent, notamment dans le monde de la finance. Il y a aussi des institutions de microfinance qui existent. D'accord. D'abord, ils peuvent s'adresser d'abord en commençant tout petit. Pour commencer tout petit, il faut commencer d'abord par une institution de microfinance. Pour commencer avec une banque, parce que les banques généralement travaillent avec les plus gros qui ont des gros revenus et pour des gros investissements. C'est de commencer ou de débuter notamment avec les institutions de microfinance, de se réaliser ou de se concrétiser en caution solidaire avec plusieurs personnes et de présenter des projets qui peuvent facilement qui peuvent être financés. Parce que généralement, la difficulté qu'ont beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'arrivent pas à présenter des bons dossiers. Des dossiers capables de pouvoir être soutenus ou pouvant capables d'apporter certaines ressources. Le problème passe d'abord, premièrement, sur l'approche. Deuxièmement, sur la constitution de leur dossier de crédit et de l'orientation même. Ils ne vont pas d'abord s'orienter au niveau des banques. Il y a les institutions microfinances qui viennent. Je pense qu'ils doivent commencer par les institutions de microfinance. Quel est un bon dossier, comme vous le dites? Quelle est la constitution d'un bon dossier? Quelles sont les conditions pour continuer? Donc, il faut présenter le fonds de roulement. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le dossier? Parce qu'ils ne savent pas. Celui qui se lance dans un projet n'est pas banquier, ne connaît rien sur la finance. Ah, ça c'est le projet maintenant de l'entrepreneuriat. Écoutez, un bon dossier dépend notamment de ce que vous présentez. Et quel objectif d'abord que vous voulez atteindre d'abord. D'abord, c'est cet objectif-là. Et puis deuxièmement, quels sont les agrégats que vous apportez notamment dans votre dossier. Quel est votre fonds de roulement? Quel est votre fonds de commerce? Parce qu'on ne peut pas aller s'adresser à un opérateur économique, que ce soit une banque, que ce soit une institution de microfinance, sans pour autant même avoir son fonds de roulement. La plupart, ou 70% de ceux qui nous sont présentés, généralement, les acteurs sont sans fonds de roulement ou sans fonds de commerce. Et généralement, ça en pâtit. Parce que, au-delà de ça, parce que vous devez savoir que l'intermédiation financière que les banques ou les institutions financières réalisent, c'est via les fonds qu'ils ont collectés de l'épargne. L'argent que la banque prête, ou bien qu'elle coûte cher, ou que une institution microfinance prête, elle le prend ou elle le prélève notamment de la part du public. Ce n'est pas son argent. Donc, elle doit sécuriser d'abord cet argent-là avant de pouvoir la donner à tierce personne. Steve Bonseni Jupi, merci d'avoir participé à notre magazine Data Market. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine pour ce numéro? Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission. Je le suis souvent, notamment sur Internet et sur les chaînes de télévision. J'ai apprécié la pertinence des questions, la qualité de l'émission, mais surtout la hauteur des questions que vous nous avez apportées. Je pense qu'à travers cette émission, nous avons pu être accessibles à tout le monde et que nous restons ouverts notamment à vous et à toute autre personne pouvant nous rencontrer d'ici ou ailleurs, que nous pourrons justement partager et faire avancer ce qui nous peut. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous dans ce nouveau numéro du magazine Data Market Steve Bonseni Jupi, économiste et financier, surtout banquier. Avec lui, nous avons repassé plusieurs concepts économiques et surtout terminé avec ses conseils auprès des entrepreneurs qui veulent se lancer ou avoir l'accompagnement d'une banque ou l'accompagnement d'un microcrédit ou d'une institution de microcrédit, comme l'a dit notre invité de ce soir. Merci de nous avoir suivis ce soir. Si vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24, rattrapez-vous le mardi à 11h juste sur Kin 24 Télévision ou allez vous abonner sur notre page Facebook Sanforia Sanfo Katende pour suivre l'intégralité de cette émission ou encore allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Sanforia Katende TV. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.